La brûlure, c'est quand vous voyez, tous les brins qui sont là, les fleurs ont avorté. Et donc, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de résultat. This is a biodynamic vineyard. It's near Saumur in the Loire Valley in France, and it belongs to Philippe Gourdon. Ah ouais, mon père était vigneron, mon grand-père était vigneron, mon arrière-grand-père était vigneron. Sauf que, comme ça arrive souvent, toutes les générations ne sont pas forcément très motivées. Et mon père avait, dans les années 50, ça faisait déjà 10 ans qu'il était vigneron, on peut le dire, pas passionné. Il avait développé une autre production qui était la culture de champignons, qui là l'a beaucoup passionné et qui l'a fait vivre, etc. Et moi j'ai fait l'inverse, j'ai travaillé dans le champignon pendant une quinzaine d'années et moi ça m'a pas du tout passionné. Et donc j'ai repris le vignoble en 90, sorti du système coopératif et puis là petit à petit j'ai fait évoluer le vignoble pour le rendre comme il est aujourd'hui. The name of his village is Le Puy Notre-Dame, whose town's symbol is a monk drinking from a wine barrel. Bon, ici on est une trentaine de vignerons sur la commune pour exploiter 700-800 hectares à peu près. On est 4 bio et je suis tout seul en biodynamie. Les clivages c'est simple, c'est pour donc 95% des vignerons qui sont restés en conventionnel, c'est des gens qui n'ont pas la conscience de polluer ou qui ne veulent pas voir les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que d'abandonner la chimie, c'est plus de travail, plus de risques. Donc ça, il n'y a pas toujours des candidats. Et quand on n'a pas la conscience de polluer, on ne voit pas pourquoi ils changeraient de méthode. This vineyard is also biodynamic. It's in Vouvray, up the river from Saumur, and it belongs to François Chiden. C'est vraiment une année à fruits, on le voit sur les vergers, les pommiers écroulent sous les pommes. C'est une année à fruits. C'est toujours préférable de travailler quand il y a des fruits que quand il y en a pas. Mais bon, il va falloir les préserver jusqu'au vendange parce qu'on a quand même des pressions de mildiou. Tu vois, là, il y a des maladies qui sont quand même latentes, qui sont là. Et bon, ici pas trop, mais à Montlouis, il y en a plus, beaucoup plus, et ça nous crée des soucis. This biodynamic vineyard is in the lower Loire Valley, on the Atlantic coast, in the Vendée, a region known for its salt marshes and crustaceans, not necessarily for its wine. The vineyard is named after this 1,000-year-old church, the Église Saint-Nicolas, and it's owned by Thierry Michon. Là, on est devant une sélection massale. Ça veut dire que toi, tu n'as pas la même tête que toi, et toi, et toi, et toi. Et bien dans le monde de la vigne, il y a les ingénieurs agronomes qui nous ont fait des plants qui s'appellent des clones. C'est standardiser le goût, donc c'est aucun intérêt. Alors que là, c'est une multitude de cépages, du même cépage, mais des pieds différents, qui réagissent différemment, qui évoluent pas pareil. Donc voilà, chacun a sa forme particulière, et donc ça donne des goûts différents. Et donc toute cette richesse de goûts, de différence, fait qu'il y a quelque chose de super. Voilà, ça c'est du massal. People most of the time don't know what is biodynamic, and actually they don't know what bio means. Autant la bio peut être négative en ce sens que c'est de la non-chimie, alors que la biodynamie, on prend de la hauteur, on regarde comment fonctionne la nature sans nous, et on essaie de faire avec la nature, et non pas contre. Là, il y a une grosse différence dans l'approche, même s'il y a des recettes qui sont rigoureusement identiques, mais on essaie de mettre la plante qu'on a l'intention de cultiver dans un contexte naturel qui est plus proche donc des grands équilibres. Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant parce que c'était positif comme approche et global. Je dirais que la biodynamie, elle correspond à un moment de l'histoire culturelle de l'Europe occidentale et des pays développés, qui est cette volonté d'être en symbiose avec la nature. Being in symbiosis with nature is definitely the case for biodynamic wine growers when it comes to the vine itself. Alors vous imaginez que c'est un travail qui est long. Donc on prend tous les brins comme ça et on les enroule. Et après, une fois qu'ils sont enroulés, ils vont suivre le fil. Donc là, on voit toute cette partie-là est déjà faite là. Donc c'est une opération qui est très longue, il faut des semaines pour faire ça. Là, on voit à côté.
mais moyennant quoi on respecte la nature liane de la vigne. En plus, on est dans une jeune vigne où il y a quand même de la vigueur et il faut maîtriser cette vigueur, hein. Enfin, faut la maîtriser. C'est pas le mot, il faut... Non, j'ai pas de sécateur. Il faut la contrôler, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait trop de raisin, il faut qu'il y ait suffisamment d'air dans autour de chaque raisin. Il ne faut pas enlever toutes les feuilles, il faut juste faire un peu d'air, quoi. Elle va faire des brins avec des feuilles et tout ça, pas question, enfin pour moi, pas question de toucher. Donc les brins font facilement entre 3 mètres et 4 mètres en fin de campagne, hein, alors que tout le monde coupe. Donc je pense que c'est perturber aussi son fonctionnement pour 2 raisons. C'est que si on coupe comme ça, la vigne a quand même une certaine vigueur. Et donc si elle ne peut pas se développer en longueur, elle va se développer en épaisseur. Il faudra que ça sorte quelque part, l'énergie sortira quelque part. Donc l'inconvénient, c'est qu'on va se retrouver au niveau des raisins avec des feuilles, là c'est pas le cas, mais avec des feuilles de plusieurs générations, puisqu'à chaque fois qu'on va couper, on va recréer des sorties de bourgeons au milieu. Alors qu'en laissant la vigne se développer en longueur, tous les nouveaux bourgeons vont arriver uniquement, l'énergie va arriver uniquement en bout de brin. Deuxième avantage, c'est que l'apex, donc c'est l'extrémité sans arrêt des brins, là, le dernier qui naît, donc hier il était là, après, enfin, il évolue sans arrêt au fil des semaines, c'est toujours la partie la plus sensible, la plus tendre, et qui est la plus donc sensible à l'environnement, à tout ce qui se passe au niveau climatique, au niveau agression de mildiou, d'oïdium, d'acariens, etc. Donc c'est elle qui donne à la plante l'information sur l'environnement, parce que un animal, un gibier, s'il sent une agressivité, il se sauve. Si vraiment il sent que ça va mal tourner, il se sauve. Mais la plante, elle est fixée au sol, elle ne peut pas. Donc elle a de manière interne des moyens de défense. Alors un peu moins sur les vignes qui sont, donc je l'ai expliqué, des vieilles vignes du Moyen-Âge, mais sur une plante qui est dans la nature sauvage et qui s'est renouvelée de manière sexuée, elle a en général tout ce qu'il faut pour se défendre. Mais à condition de ne pas la couper en cours de route, quoi. Et donc c'est toujours ce dernier bourgeon qui va donner l'information. Ouais, je coupe les... On vient de les couper. Parce que ici, si tu coupes pas, ventilation, t'en as plus. Ok ? Donc je suis obligé de les couper à un moment ou à un autre. L'objectif, c'est de les couper le plus tard possible. Donc là, tu vois, on les a coupés la semaine dernière. Et donc la fleur, il faut les couper le plus loin possible de la fleur. La fin de fleur de la vigne. Donc on est pratiquement au stade de fermeture de grappe. Et on vient de couper l'apex. Donc il y aura très peu d'entrecœurs qui vont se développer maintenant parce que la vigne elle rentre dans sa phase d'aoutement. Donc elle produira que des feuilles en hauteur mais pas en bas. Elle va produire des feuilles là. Donc maintenant elle va faire un autre étage de feuilles qui va monter à peu près à cette hauteur là. Et qu'on va préserver jusqu'à la fin de la maturité du raisin. Le problème après c'est lié à des millésimes, c'est lié à la vigueur. Qu'est-ce qui se passe cette année? Moi depuis 3 ans je ne fais pas de vin parce qu'il y a eu des soucis un peu de maladie, il y a eu des soucis de gel. Donc la vigne elle n'a pas produit pendant 3 ans. Donc qu'est-ce qui se passe cette année? Elle est en train d'exploser parce qu'elle n'a pas été fatiguée de ses récoltes très faibles. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Donc cette année je suis contraint d'en partie de rogner. Alors qu'il y a 2 ans, mais j'ai rogné 2 hectares sur 35. Mes vignes n'ont pas été rognées. Ça, c'est l'idéal dans le monde de la vigne. Oui, l'idéal, c'est de ne pas couper la branche parce que tu coupes l'apex. Et la vigne, c'est une liane, tu vois, elle cherche toujours à grimper. Et le must, c'est de ne pas la couper. Alors par contre, il y a coupé, tu vois, les pointes, vraiment pour dire, tu vois là, pour maîtriser un petit peu. Mais il y a ceux qui tailladent comme de... Ouais, ça, je trouve ça moche. Le laboratoire, il est là. Il est dans ces petites feuilles là. Dans celles-ci, dans celles qui vont naître ici là. Dans ces feuilles-là, le laboratoire, il va être là. Le laboratoire à sucre, il va se faire là. Et donc ça, maintenant, il faut qu'on préserve ça. La grande différence de chez Philippe par rapport à chez moi, c'est que si tu veux, les vignes sont hautes. Et comme je l'ai expliqué, les vignes hautes sont beaucoup moins gênants au niveau de la culture par rapport à l'herbe.
tu as compris par rapport à mes vignes basses, si moi l'herbe est dans les pieds, je perds ma récolte qualitativement, donc c'est pas bon. Et tu as trop d'humidité, Voilà, plus donc, de maladies qui voilà. peuvent venir. Et j'ai toujours, si tu veux, si on se réfère à la Bourgogne, qui est quand même l'endroit où il y a pour moi le plus grand terroir, il y a quand même 10 000 pieds à 12 000 pieds hectares. Et si tu veux, c'est des rendements faibles, donc où la vigne doit se bagarrer pour se nourrir. Donc plus moi il y a de pieds, plus je pense qu'il y a de concentration et plus il y a de terroir. Je ne suis pas partant pour des endroits où ils sont rendus à des vignes, je dirais, où on ne passe pas des moissonneuses-batteuses dans nos vignes. Il faut rester quand même nature. Tu vois, non, c'est juste voilà, l'équilibre. L'équilibre, par exemple, toi tu fais un boulot différent de celui de Philippe. François, par exemple, tond ses vignes parce que comme ses vignes sont basses, il a trop d'humidité et après les maladies arrivent. Donc ça veut dire que en ayant la même philosophie, on n'a pas les mêmes finalités. Je pense que c'est lié à chacun son climat et c'est traditions de chaque endroit. Hein, moi, c'est vraiment lié à le fait de la vigne basse. Le gros intérêt de la vigne basse, c'est quoi? On a fait des expériences de maturité entre les vignes d'ici et tous mes collègues aujourd'hui qui vendent la machine. Bon, la machine, comme dit la Louise Leroy, tu mets le diable dans les vignes. Qu'est-ce que tu veux? C'est une réalité. Moi, la machine, je peux pas. Tant que j'existerai et que je pourrais vendanger à la main, je pourrais pas mettre de machine. On peut pas être en biodynamie et mettre une machine en une. Pour moi, c'est inconcevable. Et la différence de maturité entre les vignes basses et les vignes qui sont montées là, c'est que on a entre 1 à 2 degrés d'écart de maturité au moment de la récolte, avec en plus dans les vignes palissées, souvent de la pourriture qu'on n'a pas dans les vignes basses, parce que c'est plus ouvert, plus aéré. La vigne, elle s'exprime, elle est ouverte, tu vois. Quand tu as une vigne palissée qui est comme ça, ça respire moins. Chaque terroir impose ses règles. Et voilà. Et si on veut avoir des beaux raisins, ça fait partie des règles. Alors après, on peut déroger et on essaye toujours autre chose. Parce qu'on a énormément évolué. Avant, on faisait... Moi, au début, on coupait 4 à 5 fois dans la saison. Maintenant, on coupe 1 fois ou 2 fois seulement. The constant worry of these wine growers is the disease called mildew. Donc le mildiou, c'est un champignon qui s'attaque donc à la vigne et également à d'autres plantes, qui peut engendrer une perte de 100% de la récolte, ce qui est donc très très embêtant. Donc c'est un petit champignon qui se développe à chaque fois qu'il y a de la pluie, une température suffisante. Et il vient donc souvent sur les feuilles en premier, mais également il y a eu des années, depuis 2-3 ans, on a une pression mildiou très importante au niveau France, si bien qu'il y a des régions de France qui ne connaissaient pas la maladie mildiou et qui ont été avec des pertes de récolte à 100%. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave et c'est une maladie qui existe depuis un siècle et qui a toujours été un problème pour la viticulture. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Quand vous avez dans une vigne, vous êtes viticulteur, si vous avez une attaque violente de mildiou ou d'oïdium d'un seul coup, vous êtes bien obligé d'utiliser les pesticides et vous êtes bien content de les avoir. Et je me demande comment font d'ailleurs certains viticulteurs très attachés au respect absolu des règles de la biodynamie. It's very easy to take chemicals and once you have a disease, you just spray your pesticides and you just have to work in your vines maybe 5 or 6 times a year. While if you are an organic winemaker, the job is really hard because it's hours and hours of work all through the year. Alors, je dirais que pour un conventionnel, le mildiou, c'est presque secondaire, puisqu'ils ont des produits qui vont vraiment protéger la plante. Pour qu'il pleuve, c'est pas un souci. C'est des produits qui pénètrent la plante, qui sont véhiculés par la sève, et ce sont des produits chimiques systémiques, des produits organiques de synthèse, hein, donc c'est vraiment absolument pas en accord avec la nature, donc c'est pas bon sur le fond. Alors que nous, en biodynamie, en bio, on travaille uniquement avec des produits cupriques, donc de protection, c'est des produits de contact. Chaque fois qu'il pleut, ça lave. Et il faut donc recommencer. Mais le produit, c'est aussi la pluie qui le fait agir par rapport aux champignons. Hein. C'est le cuivre qui vient protéger. Il y a eu un problème dans le temps parce que le cuivre était mis à dose énorme sur les vignobles, hein, où il n'existait que ça, d'ailleurs, la bouillie bordelaise, et qui était appliquée jusqu'à 10, 12, 15 fois sur des saisons très pluvieuses.
et souvent à des doses très importantes. Donc les sols étaient submergés de ce cuivre, et ça, c'était pas bon. Mais aujourd'hui, on travaille sur des doses relativement faibles, hein, mais grâce à l'équilibre de la biodynamie aussi, parce que le cuivre est valable à dose faible si on est en biodynamie, parce qu'on a des plantes qui sont mises avec le cuivre, on a de l'ortie, on a de la prêle, et donc ça, ou également de l'osier, hein, tous ces produits-là, en accord avec le cuivre, à dose faible, viennent protéger la plante. Et alors qu'en conventionnel, si vraiment il y a beaucoup de mildiou, il faut vraiment appliquer des produits qui sont très nocifs, qui ne sont pas très bons pour la santé. La bouillie bordelaise, c'est un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. Et donc ça laisse une petite poudre comme ça sur les feuilles. Moi j'utilise beaucoup aussi, là, pour diminuer notamment la bouillie bordelaise, j'utilise beaucoup de tisanes, saule, prêle et ortie. Bon, qui ne sont pas suffisantes en soi pour contenir les maladies, mais qui permettent de baisser quand même la bouillie bordelaise et le soufre. This is Achillea milfolium, picked on the day of the equinox. Legend has it that Achilles took this into battle with him to heal the wounds of his soldiers. Biodynamic growers use it as a fertilizer and as an herbal treatment on their vines. Donc c'est la plante qui en biodynamie qui est mise dans la vessie du cerf, hein, en préparation pour toujours le compost, et qui peut également se faire en tisane sur les vignes. Hein. Donc c'est la plante qui fait le plus de lien avec le cosmos et le terrestre. Hein. Et il y a une raison très simple, c'est que le cerf, c'est très cosmique comme animal. Si tu réfléchis bien, le cerf, il a des cornes énormes, et tous ces cornes font le lien avec le cosmos. Donc je pense que c'est dans la vessie que se concentrent plus de ses forces par rapport au cosmos. C'est pour ça qu'après l'achillée, qui est la plante la plus biodynamique, avec la vessie, a une force très importante pour faire le lien entre le cosmos et le terrestre. Most of us might find it hard to get our mind around this aspect of biodynamic agriculture. Using herbal treatments to fight disease and as a fertilizer is one thing, but tucking them into a deer's bladder and burying them so that they ferment while capturing a cosmic force sounds strange. Yet this aspect did not appear to be what Thierry, François, and Philippe, farmers and men of the earth, were most concerned about. Je suis très mauvais là, sur ce domaine. En fait, je suis mon calendrier lunaire. C'est mon outil de travail et je me cale là-dessus. Ils savaient à l'origine. Pourquoi aujourd'hui on se sert d'un calendrier astral? Parce qu'on a perdu le savoir qu'on avait en nous. Ça veut dire qu'à l'époque, tu allais planter des oignons, et ça correspondait aux astres. Parce que tu étais en jour racine par rapport à la lune et tout. Aujourd'hui, si tu n'as pas le calendrier, tu le sais pas, quoi. C'est abstrait, c'est sorti, on l'a plus en nous. Alors qu'on l'avait, cette connaissance. Donc, toute cette initiation, ils l'avaient, les gens. Ils avaient le savoir, ils avaient tout. Et tout ça a été gommé par le temps. Donc on revient progressivement, mais avec des aides, parce que tu vois, moi, comment elle est la lune aujourd'hui, bon voilà, je suis mon calendrier, sinon j'ai pas, je suis ça de loin, tu vois, pas suffisamment, je suis pas dedans suffisamment pour moi. I asked Frédéric Navenec about it. He runs the wine store in my neighborhood in Paris. His opinion was pretty much the same as mine. Esoteric part of it is not, from what I've seen, what people making the wine are most interested in. It's true that there's this philosophical and esoteric part of it behind it. It's true that at the beginning there's very strange intuitions from somebody who's been elaborating lots and lots of things about agriculture and all the rest, Rudolf Steiner. The Austrian Rudolf Steiner was the father, among other things, of the biodynamic movement. He gave a series of lectures on agriculture in June of 1924 at the request of a group of farmers. This course marked the birth of the biodynamic movement. It's a kind of a vehicle that brings people making the wine towards another approach and a more sensitive approach. Par contre, ce qui était un peu plus gênant, enfin, si on peut dire, maintenant ça ne me gêne pas du tout, mais c'est les préparations. Les préparations, donc bouse de corne, silice, et puis les préparations végétales. Donc il y a 3 types, animales, minérales et végétales.
c'est que les doses qu'on apporte sont vraiment des doses ridicules, c'est quelques grammes à l'hectare. Donc vous dites ça à un agronome, il vous rigole au nez, on fait rien à quelques grammes. Sauf que là, c'est sur le plan énergétique. Alors énergétique, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais qu'on influence la plante ou le sol. Donc il n'y a pas besoin de grandes, c'est comme l'homéopathie, il n'y a pas besoin de quantitatif, il y a besoin de qualitatif. Et cette partie-là, en fait, quand on l'analyse avec sang-froid, c'est une partie qui n'est pas dangereuse. Ou ça va rien faire, on perd son temps, ou ça fera quelque chose, mais on ne prend pas de risque. Alors que le risque, il est de passer de chimie en bio, ça, il y a un vrai risque, parce qu'on lâche des molécules qu'on connaît efficaces pour des molécules naturelles qui le sont quand même beaucoup moins. Donc il faut raisonner différemment. Et alors, quand on réfléchit à ce truc-là, finalement, on peut passer de la bio à la biodynamie si on accepte le principe de passer du temps pour passer quelques grammes à l'hectare de X ou X produits. Donc oui, au niveau des traitements, on travaille avec des tisanes ou des décoctions de plantes. Au printemps, on travaille essentiellement avec la prêle. On fait un apport de silice au niveau de la vigne, du feuillage de la vigne, ce qui permet de sécher les cryptogames, les champignons, les maladies. Et puis après, on va travailler un peu plus avec l'ortie pour réveiller un peu la vigne, la stimuler avant la fleur. Et après, on va travailler un peu plus avec l'osier. L'ortie et l'osier ont la même fonction. L'ortie est un petit peu plus dynamique au niveau du végétal. Et l'osier va être essentiellement sur le côté cryptogame, l'acide salicylique, qui est sur les deux végétaux. Va combattre, entre guillemets, va empêcher le développement des maladies cryptogamiques. Et après, j'ai étudié ce qu'on avait l'habitude d'employer sur les vignes, parce qu'il y a 3 types de de produits, disons, qu'on utilise. C'est les produits qu'on met au sol pour empêcher l'herbe d'envahir et d'étouffer la culture qu'on a décidé de favoriser. Les produits qu'on met sur la plante elle-même pour les maladies, donc nous c'est le mildiou et le idium qui sont vraiment 2 maladies chroniques chez la vigne, et puis il y a les insectes qui peuvent éventuellement aussi attaquer la récolte. Donc il y a trois familles de produits. Donc désherbant, j'en ai parlé. Après, les produits qu'on met sur les vignes elles-mêmes, dans les produits donc, de synthèse, encore une fois, vous avez ce qu'on appelle les systémiques. C'est des molécules, une fois appliquées sur la feuille, qui ont la faculté de rentrer dans la plante et de parcourir la plante de l'intérieur. Alors évidemment, c'est très efficace, mais c'est évident qu'il y en a dans le raisin. On nous dit que non, mais... c'est quand même une évidence. Donc j'ai éliminé ces produits-là pour les remplacer par des produits chimiques toujours, mais qui restaient à l'extérieur. Et puis petit à petit, par touches successives, en fait, parce que je n'étais pas rentré dans le vignoble en me disant dans X temps je serai en bio. Je n'avais pas du tout même la logique bio. Mais c'est par élimination de la chimie. Donc du désherbant, élimination des produits de synthèse, puis après des produits, des insecticides, enfin on en reparlera plus tard. Et en les remplaçant, quand c'était possible, par des produits naturels, que je me suis retrouvé en 4 ou 5 ans en bio. C'est-à-dire en bio, on remplace toutes les recettes chimiques par des recettes naturelles. Le ver de terre ? Il est là, voilà. Donc ça ces bestioles-là, ça c'est ce qui permet, comme ça creuse des trous dans le sol, ça permet à la vigne de respirer. L'oxygénation de la vigne, avec ça. Ouais. Des fois il y en a des plus gros, des petits. Ouais, mais c'est un bébé ça. Donc ça, avec ça, tu fais combien d'hectares de... Là j'ai 5 hectares à peu près dans le pot. D'accord. 5 hectares de préparation. On va le remettre là. Je mets entre 120 et 240 grammes hectare. Donc ça on le fait, ça c'est le 500, c'est pas de Mariathune, ça c'est le 500, je dis des bêtises. Et le 500 je le mets au printemps, en même temps qu'on fait un binage, au pied des cèpes. On le met en même temps, on le met par gravité, sur le tracteur on a une citerne et puis une cuve et l'eau coule, enfin la préparation on le dynamise et la préparation coule sous le tracteur, au fur et à mesure qu'on passe.
Pour en revenir aux insectes, il y a souvent des tandems entre plantes et insectes. Il y a des affinités. Et la vigne, c'est entre autres un lieu de vie pour deux petits insectes, deux petits papillons qui font 2 mm de largeur, hein, qui sont le démis et la cochylus, qui vivent dans les vignes, qui pondent dans les raisins, etc. Et donc j'en ai, mais pas suffisamment pour faire des dégâts. Leur population, leur prolifération est toujours contrôlée par la présence des autres. Ils sont en concurrence, donc comme dans la nature, avec les autres. Et il n'y a jamais besoin d'insecticides, alors que tous les autres en conventionnel mettent des insecticides chimiques, et il y a même beaucoup de bio qui mettent des insecticides bio, parce qu'il en existe des insecticides bio, alors que moi, ça fait 10 ans que j'ai jamais mis d'insecticide, quoi. Tout ça, ça se régule tout seul. Mon père, quand il a démarré en viticulture dans les années 60, en revenant de l'armée, il a travaillé, je dirais, en bio, puisqu'il n'y avait pas autre chose à l'époque, hein. Il a été le premier vigneron sur le secteur de Brême, où il y avait quand même beaucoup de vignerons. Il a été le premier à amener les produits chimiques pour les désherbants et autres. Et on a été les premiers à relabourer la vigne. Ah ouais. Parce que moi j'ai deux cœurs, un à gauche puis un à droite. Tout le monde a copié la chimie, mais personne n'a copié le labour. C'est ce qui est très regrettable, parce qu'on est quand même, on est tout proche de la mer, on est proche des marais, et je dirais que malheureusement, tout ce qui est produit chimique qui est appliqué en agriculture va dans cette mer et dans ces marais, donc c'est pas bon. Donc c'est de remettre la plante ou les plantes qu'on veut cultiver dans un environnement naturel, donc qui permet d'éviter donc tous les intrants, je l'ai déjà dit, et puis un équilibrage quasiment de la nature. La nature est basée sur la variété des espèces, sur la cohabitation des espèces. Et c'est de retrouver tout ça qui fait que chaque plante va se retrouver dans un milieu beaucoup plus naturel et va donner forcément un aliment, soit pour le bétail, soit pour nous-mêmes, direct, un aliment beaucoup plus équilibré et sain pour lequel on est conçu et on a toujours été conçu. Or, pour moi, en tant que géographe, la nature n'existe pas. Elle existe. Ce qu'on appelle nature en général, c'est exclut les hommes. Et moi, ça me gêne énormément. Pour moi, la nature, c'est avant l'apparition de l'homme sur la Terre, si l'on veut, ou sinon, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'environnement des hommes. Et un environnement qui est toujours transformé. Et il l'a été tout au long de l'histoire. Il n'y a pas d'espace à la surface de la Terre, que ce soit un espace terrestre ou un espace maritime, qui n'a pas été transformé plus ou moins profondément par l'activité humaine. Et transformé, on pense toujours à des transformations négatives, la pollution, etc., mais il y a aussi des transformations positives. L'homme a beaucoup amélioré son environnement à son service. Alors évidemment, si on est un pur biologiste, spécialiste de la flore ou de la faune, on peut être gêné, entre guillemets, de cette intervention de l'homme. Mais si on est un biologiste géographe, fasciné par cette interaction entre l'homme et son environnement, la transformation humaine n'est pas gênante du tout. Ce qui me gêne beaucoup dans la biodynamie, c'est que ça correspond à une espèce de religion, il faut bien le dire, d'une nature qui serait laissée en liberté. Ce qui n'est pas vrai, d'abord, parce que même dans la biodynamie, le viticulteur intervient, et il intervient avec des produits qui sont, dit-on, naturels. Enfin, bon, est-ce que c'est si naturel que ça de prendre des cornes de vache, de les réduire en poudre et de mettre dans les sols? Je trouve qu'il y a un côté un tout petit peu religieux dans la biodynamie qui, personnellement, me gêne quand même, parce que je trouve que c'est le remplacement de religion métaphysique par une espèce de religion de la nature qui nous renvoie à des cultes animistes qui sont ceux du monde germanique, par exemple, de la forêt germanique, avec les divinités qui habitent dans les eaux, dans les rochers et dans les arbres, ou à des cultes animistes que je respecte tout à fait, qui existent encore, même dans un pays développé comme le Japon, où le Shinto est une religion animiste, mais je trouve qu'on peut très bien vivre sans ces cultes-là. Personne n'est obligé d'avoir une religion, mais remplacer une religion monothéiste, chrétienne par exemple, quelle que soit la voie du christianisme, par une religion des petites fleurs, des petites plantes, des petites bêtes dans le sol, me paraît une sorte de régression. Cela dit, si le vin est bon ou très bon, tant mieux. Et je ne suis pas contre du tout de boire des vins biodynamiques.
La biodynamie, il faut se remettre dans le contexte. C'est un petit peu long là ce que je vais raconter, c'est obligatoire. Il faut se remettre dans le contexte de Steiner dans les années 20, en 24, quand il a fait ses conférences. Il avait été interrogé par des agriculteurs allemands qui avaient déjà constaté une dérive de la qualité alimentaire des produits qu'ils cultivaient. Et pourquoi ils avaient constaté ça? Parce que au 19e siècle, les Allemands avaient réussi la synthèse de l'azote. Et notamment, ils avaient fabriqué beaucoup d'azote pour la guerre de 1870, puis de 14-18. Et à la fin des conflits, on se retrouvait avec des stocks phénoménaux qui ont été recyclés en agriculture, où on constatait des grosses améliorations au niveau des rendements. Mais donc ces agriculteurs-là, parallèlement à ça, ils ont vu la dégradation de la qualité alimentaire des produits. Donc ils ont interrogé Steiner, qui était très connu dans cette époque-là, pour qu'il se penche un peu sur ce problème-là, qui n'était pas du tout sa spécialité, à Steiner, l'agriculture. Et compte tenu de sa sensibilité au vivant et tout ça, il a proposé, donc dans le cas de 8 conférences, à la fin, en octobre ou novembre, je ne sais plus, 24, pour remettre les choses un petit peu en ordre, il a proposé à un parterre d'agriculteurs allemands, il faut d'abord revenir à une ferme autonome. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'était éliminer tous les intrants. Donc il fallait qu'une ferme, pour lui, comporte de l'élevage, comporte des céréales, etc., des fruitiers, de façon à éliminer complètement les intrants et éliminer du même coup l'azote de synthèse et après tout ce qu'allait suivre. Ça, c'est les pourcentages idiots que je vais fournir, mais c'est 70% de son enseignement. Moi, mon objectif, c'est d'arrêter de labourer les sols. Là, en fait, ces sols-là n'ont jamais été labourés depuis plus d'1 an. Donc il y a juste on appelle ça le cover crop. On a juste fait un cover crop. Et au milieu du rang, sous les rangs, on reste toujours biné. On bine systématiquement sur tous les rangs. Mais au milieu du rang, où les roues de tracteur passent, on réintroduit des céréales. Alors les céréales, c'est la particularité. Chaque pied de céréales, c'est 400 km de racines. On met 70 céréales au mètre carré. À peu près, hein, c'est théorique, hein, ça reste des chiffres. Mais donc une céréale, c'est entre 300 et 400 km de racines déployées. Et donc chaque pied de céréale, quand il arrive en fin de cycle, il va permettre une aération du sol, une oxygénation. Il va faire le travail de la charrue en fait. Il va permettre à ce que le soleil, le vent, la pluie pénètrent dans le sol et qu'il y ait un transfert entre l'aérien et le souterrain. Most people think bio is without any pesticide, without any products. It's true that there's no pesticide, but it's mostly about cultivating not just wine or any plant for that matter, but cultivating the soil. J'ai repris le vignoble en 90 qui était en chimie pure et dure. Et moi, la première chose qui s'est passée, c'est que en observant les vignes, on le verra tout à l'heure, c'est le bois de taille que je voyais qui ne se décomposait pas au sol. Dans ce sol-là, il n'y a aucun organisme vivant. Donc même un petit bout de bois qui est gros comme un crayon, il garde toute sa force parce qu'il n'est pas attaqué du tout comme il le serait dans un terrain vivant. J'ai pas fait Polytechnique, mais c'est évident qu'il y a un dysfonctionnement du sol. On va dans une forêt, on voit des branches grosses comme la cuisse. Si elles ont quelques années, vous montez dessus, elles cassent complètement. On sent bien qu'elles sont en train de s'intégrer au sol. On a beaucoup trop utilisé les pesticides pendant des années. Et ça, c'est très mauvais parce que le sol est mort. Et un sol mort ne permet pas d'obtenir un grand vin. Et ça, c'est embêtant. Pourquoi ? Parce que le grand vin, il provient des vertus du terroir physique et humain, parce qu'il y a aussi le savoir-faire humain, la tradition, etc., et de cet échange que l'on cherche à créer entre le sol vivant et la plante, la vigne, dont les racines doivent plonger le plus profondément possible. Plus les racines d'une vigne plongent profondément, et plus le sol est vivant, plus il y a d'échanges qui s'effectuent entre la sève, qui monte ensuite dans la partie aérienne de la plante et donc vers les grappes, et le sol. Et c'est ce qui donne la personnalité au vin. Dans un sol mort, les micro-organismes qui permettent cet échange très fin au niveau de la racine et des radicelles
se font très mal parce qu'il n'y a pas d'organisme vivant. Donc on est dans on a des vins qui sont très technologiques. Et c'est en ça que les méthodes de la biodynamie ou les méthodes biologiques sont intéressantes. Mais on peut arriver, à condition de diminuer considérablement le nombre des intrants chimiques, à des résultats sensiblement identiques. Donc ça, c'est très important d'avoir des sols vivants. Le Bourguignon, le spécialiste des sols, l'a bien montré, et c'est essentiel, et je crois que tout le monde en est convaincu aujourd'hui. Même dans les écoles de viticulture en France ou en Italie, on apprend ça. Il faut garder le sol vivant. Mais quand il a été gorgé de pesticides pendant très longtemps, évidemment, il y a un problème. Normalement, quand un terrain fonctionne et qu'il est habité par toute la faune normale, eh bien, toute la matière végétale qui tombe au sol, les feuilles, les bois, etc., sont décomposées et réintégrées au sol. Mais là, c'est plus le cas. Le sol est dévitalisé. Et quand on regarde le désherbant, c'est un poison, parce qu'il n'y a pas de désherbant naturel, ça n'existe pas. C'est un produit de synthèse, donc complètement étranger à la nature, au milieu naturel, et qui est appliqué sur la surface, surtout si c'est un anti-germination, et qui tue pratiquement toute la vie en surface. Donc toutes les forces de décomposition et tout le système de bactéries, etc., et de champignons qui vit pour justement commencer l'intégration des végétaux, eh ben, il a disparu. Donc ça, c'est la première chose que j'ai éliminée. C'est les plantes qui font le travail à la place du tracteur. Elles font plus, le tracteur ne fait plus le travail du sol. C'est les plantes qui font le travail à la place, sans bouleverser les horizons, sans bouleverser la vie microbienne du sol. Parce que la vie microbienne du sol en surface et en profondeur n'est pas la même. Donc il faut apprendre à respecter tout ça. On est dans la partie binée là, qui fait à peu près 80 cm à 1 mètre de large. Tiens, une araignée qui se balade. Donc on est biné sur quelques centimètres seulement, donc pour respecter les horizons. Et dans cette terre là, on peut en prendre un peu. Et là, elle est un peu sèche, mais on sent très bien la terre, parce que la terre en soi n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est la vie qui est dans la terre. Et si on a respecté la vie, justement par l'absence de chimie et puis par un débinage respectueux de la vie des sols, le sol garde sa vitalité. Et ça, c'est capital en matière de biodynamie. This limestone bluff is on the edge of François' vineyard in Montlouis, overlooking the Loire, facing Vouvray. From it, we can start to understand the word terroir, which the French are always using to talk about wine. Basically, it means soil, and the earthy taste you can get when you drink wine. It's partly what makes one appellation different from another, a bottle of wine from one field different from that of a field a few acres away. You can see here what the vine's roots grow down into once they dig past the clay layer of topsoil. They bring the earthiness up into the grape and eventually into your glass. But most of us drink wine without thinking about terroir. American and many other wines are known mostly by grape varietal and brand, and not the name of the region, or what's more, the field the wine comes from. According to Jean-Robert Pitt, the future belongs to the terroir. Aujourd'hui, un certain nombre d'économistes ou de spécialistes du vin disent aujourd'hui il faut faire des vins mondialisés, donc Cabernet Sauvignon de France ou Cabernet Sauvignon de Californie. Voilà, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas de problème, et on vend ça très facilement dans le monde, en particulier à ceux qui ne connaissent pas bien les vins, les nouveaux consommateurs de Chine par exemple, ou des États-Unis. Il y a aussi des nouveaux consommateurs aux États-Unis ou d'Europe du Nord. Et bien, je ne crois pas à ça. Ça, c'est très provisoire. Pour une initiation au vin, oui, on peut boire un vin de cépage qui n'a pas beaucoup de caractère. À partir du moment où on devient connaisseur, on cherche
la différence, on cherche la nuance. Et la nuance, elle ne peut naître que du terroir. Il y a deux choses qui sont apparues petit à petit, c'est les différences de vin entre les parcelles. C'est-à-dire le même cépage, sur deux parcelles différentes, n'avait plus le même goût. Parce que donc la vie des sols n'est pas la même, la nature des sols n'est pas la même, et donc la relation plante-géologie est forcément différente, puisqu'elle n'est pas perturbée par la chimie de synthèse. Et donc on aboutit en finale, avec le même cépage, à des produits différents, alors qu'ils ont été cultivés de la même manière, à quelques kilomètres l'un de l'autre, où la seule différence, c'est la géologie. Donc ça, c'est le premier constat, je l'ai vu dès 97 pratiquement, une vigne qui s'appelle les Vigneaux. Et c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que c'est une grande parcelle qui fait 5 hectares, elle remplissait plusieurs cuves. Donc c'était une des parcelles qui était toujours toute seule dans une cuve. Et au début, dans les années 90, quand j'étais encore en chimie, tout ça c'était pareil. Mais après, quand donc j'ai avancé dans cette voie-là, je reconnaissais, tiens, les cuves de Vigneaux ne sont pas comme les autres, quoi. Alors après, ça m'a donné envie d'isoler, là, du coup, volontairement, les chenins, par exemple, en blanc. Suivant qui venaient d'un type de terroir, je les mettais uniquement dans une cuve, et ceux d'un autre terroir dans une autre. Et donc, on voit cet empilage au cépage de la géologie spécifique du lieu. C'est très intéressant de déguster, par exemple, les vins du Clos de Vougeot, en vin rouge, où il y a 80 propriétaires sur 50 hectares, de déguster plusieurs vins en même temps du même millésime, parce qu'on s'aperçoit que chaque propriétaire imprime sa marque au vin et que chaque parcelle donne un goût différent. Donc c'est ce mariage entre un cépage, un terroir physique, un talent de viticulteur et de vinificateur qui font la personnalité unique du vin. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il, sur le plan économique pour l'avenir. C'est pourquoi je crois que l'avenir est seulement au terroir. L'avenir au terroir pour une certaine part de la production. Aujourd'hui, ça c'est grâce aux Américains, aux Anglo-Saxons en général, ils ont démocratisé le vin, ce qui n'était pas le cas jusque dans les années 70-80. C'était à part les pays latins qui vraiment consommaient du vin régulièrement. Les Asiatiques en consommaient pas du tout. Bon, les Anglo-Saxons en consommaient, mais quand même pas autant qu'ils en consomment aujourd'hui. Il y a deux grandes boissons en dehors de l'eau, c'est donc le thé et la bière. Et on ne passe pas du thé à la bière à des vins de terroir, c'est impossible. Donc les vins industriels, il n'y a pas d'autre mot, permettent justement de répandre le goût du vin dans toute une tranche de population internationale. Et à l'intérieur de ces gens-là, il y a peut-être 5-10% qui passeront aux vins de terroir, qui sont plus compliqués que les vins de cépage. Donc pour moi, c'est l'avenir, ça a toujours été l'avenir, mais tout le monde ne passera pas au vin de terroir. D'abord, il n'y en aura pas pour tout le monde, et puis en plus, c'est quand même plus compliqué. C'est comme en musique, il y a toute une hiérarchie entre la musique qu'on entend dans l'ascenseur et l'opéra, il y a toute une gamme. Donc, dans le vin, c'est pareil. Ouais, on est tout seul en France, je crois, avec Pinot Noir sur schiste. Parce que d'habitude, c'est pas le Pinot Noir que tu... Sur les schistes, souvent, on met du chenin, mais moi, j'ai d'autres parcelles où je mets du chenin, je suis très content, mais là, c'est Pinot Noir, parce que c'est comme ça, et moi, j'adore la Pinot Noir. Bon, je suis comme ça. C'est peut-être le plus difficile des cépages, parce que c'est un cépage très fragile. Le chenin n'est pas fragile en tant que tel par rapport aux maladies. Mais le pinot, c'est fragile. Et plus c'est fragile, plus c'est difficile, et plus ça peut être grand dans le vin. Peut-être que c'est peut-être le cépage qui a le plus... Je crois que c'est le cépage qui a peut-être le plus de lien avec le terroir. Parce que si tu prends la Bourgogne, où avec le même cépage, on a des multitudes de terroirs très différents, avec des vins très différents. Donc c'est vraiment un cépage qui est très lié au terroir. Tout ça, ça a des influences. Ça va jouer sur la structure du sol, mais ça va jouer aussi sur la climatologie, sur l'endroit. Et c'est pour ça qu'il y a des parcellaires complètement différents d'une appellation à une autre. Et même dans une même appellation, comme Montlouis-Vouvray, les sols s'expriment de façon complètement différente. On se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a très peu de terre ici. La vigne est vraiment sur le schiste. Et le très peu de terre qu'il y a vient uniquement de ces schistes qu'on a ici, qui sont des schistes qui se dégradent en argile. Et quand on prend ça dans les mains, on a ça, on a du talc. C'est vraiment l'argile qui se dégrade du schiste. Et donc ici on a très peu de sol. Donc on a un écosystème qui est très intéressant parce qu'on est entouré complètement de haies, de naturel. Et ça protège le coin, donc il n'y a pas de chimie autour. Par contre, l'inconvénient et l'avantage, c'est que l'avantage, on est quand même un peu plus renfermé, donc on a plus de chaleur un peu ici que sur Plantegat.
Mais par contre, elle est moins vantée que sur Plan de Gade, qui est un peu sur la butte. Et la différence, c'est que là-bas, les maladies sont un peu moins... sont évacuées plus facilement qu'ici, où c'est un peu plus humide, malheureusement. Tu vois, c'est ça la différence. Et là, quand on voit les cèpes qui manquent au milieu des pieds, là, c'est uniquement les cèpes qui sont morts à cause du sel, mais dans le sol. Donc c'est des petites poches, tu vois, sur un hectare, il y a une petite poche comme ça, où il y a quelques pieds qui manquent. C'est lié au sel du sous-sol. Donc chaque fois en biodynamie, on fait descendre les racines par le 500, donc la bouse de corne, hein, qui amène une force qui va faire descendre les racines vers la roche-mère. Le problème, c'est que je suis sur un des parties où il y a du sel, il faudrait que je fasse l'inverse, donc je suis bête. Je devrais être en chimie. En chimie, la racine elle sera en superficie et il n'y aura plus de problème de sel. Je suis bête. C'est les mêmes types de sol que ce matin à Vouvray. C'est exactement le même type de sol, tu vois, c'est des argiles. Et on est tout de suite sur le calcaire. Donc là en fait on veut... Elles sont binées là, mais je veux réinstaller des plantes. Parce que tu vois, ça c'est les trous là, ça c'est des racines. Ou des trous de verre. Et quand tu casses les mottes, tu trouves des petites racines. Et c'est tout ce tissu de petites racines qui fait que le sol est friable. Et qu'après, quand tu laboures, tu violes pas le sol. Puisqu'on ne peut pas être sur une culture traditionnelle et ne pas respecter le terroir. Et le terroir, c'est le vin. Voilà. Tout simplement. According to some experts, getting earthiness or terroir is more complicated, and it's also more interesting because you get complexity, something you don't get with very fruity wines. La complexité, ouais, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. En fait, c'est ce que le raisin va restituer. Alors la complexité, ça peut être le reflet du climat, la matière du vin, c'est-à-dire le travail que le vigneron va faire pour régler son rendement, et donc ça va s'exprimer dans la matière, ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire le côté tactile que vous avez en bouche quand on boit le vin, ce côté matière un peu structurant, quoi. Et tout ça, ça participe à la complexité, mais c'est aussi la complexité aromatique. Alors quel reflet du climat, quel reflet du millésime, quel reflet du terroir, la minéralité et du travail du vigneron. Which brings us to what the wine growing process is all about. Drinking the wine. With friends, with loved ones, and preferably over a good meal. Is the biodynamic process a guarantee that the wine is good? Ça serait beaucoup trop simple s'il y avait les vins biodynamiques qui étaient bons, puis il y avait les autres. Non, c'est la garantie que l'agriculteur rentre dans une démarche environnementale à long terme, etc. Ça c'est sûr. Après, est-ce que le vin va leur convenir? On peut acheter ces vins-là pour plusieurs raisons. Soit donc pour des soucis environnementaux, soit parce qu'on veut des vins avec beaucoup plus de terroir que les autres. Et c'est vrai que prétendre faire des vins de terroir quand on met des désherbants, moi ça me fait rire. Pour moi, c'est complètement incompatible. How can we be sure we are drinking biodynamic and pesticide-free wine? Il y a le logo AB et il y a le logo Biodivin. AB, donc c'est pour l'agriculture biologique, et Biodivin, c'est un supplément AB. On ne peut pas être biodynamiste si on n'est pas déjà agriculture biologique, c'est pas possible. C'est un supplément, si on peut dire. Et puis il y a EcoCert, ça c'est l'organisme certificateur. Donc Déméter, par exemple, qui a un autre label biodynamique, a une charte, Biodivin à la sienne aussi, elles sont très voisines, hein. AB à la sienne, donc après ils chargent, il y a Qualité France, il y a plusieurs certificateurs, c'est des sociétés qui sont agréées par l'État, comme habilitées par l'État à faire les vérifications sur le terrain pour voir si ça correspond à la charte. C'est important de se dire, aujourd'hui, pour être validé en biodynamie, il faut une certification. Parce qu'on peut très bien dire qu'on fait de la biodynamie et puis hop, on fait une préparation une fois de temps en temps et puis un domaine qui serait pas forcément bio. Alors que le fait de certifier, c'est une garantie pour le consommateur. Je crois qu'on n'a pas le droit de tromper les gens. Donc il faut valider cette culture et ce contrôle de comme quoi on est biodynamique. One last question. What is wine all about? Le vin, c'est la consolation, c'est la joie, c'est l'échange. Welcome. Avant d'y aller, il n'y a pas de voiture. Hein. Alors c'est ça le problème. Hein. It's about sharing good time. C'est un moyen extraordinaire d'entrer dans ce qui fait l'essence même de la géographie, c'est-à-dire deux mots qui sont l'autre et l'ailleurs. Love, passion,
rock and roll. Le vin atténue les différences. Il permet non pas de les nier, mais de les supporter, de les accepter, donc il permet l'échange humain. Et par conséquent, le vin est contre la guerre. C'est le meilleur. Le vin et la gastronomie sont d'excellents aides de la diplomatie et de la recherche de la paix dans le monde. There's got to be some energy put in it. The wine carries some memory of what's been happening, how it's been taken care of. Parce que la vigne, elle a imprimé dans ses raisins le travail du vigneron. C'est une année affreuse. C'est une année... Et qui est moulinée. Let's talk about love.